ouvrage qu'elle a réalisé sur Elisabeth Dimitriev. Et elle va nous expliquer qui était cette combattante et ce qu'elle est devenue par la suite, après la Commune de Paris. Écoutez, moi je vous remercie beaucoup, hein, je suis ravie, j'étais venue à Marseille déjà pour parler d'Elisabeth. Moi je suis toujours d'accord pour parler d'Elisabeth, que je n'appelle plus qu'Elisabeth, hein, même si son nom c'était pas d'ailleurs son vrai nom, Elisabeth Dimitriev, donc je suis ravie d'être là. Moi je vais peut-être juste nous présenter un tout petit peu, je trouve toujours important de savoir d'où on parle, quoi, voilà. Donc actuellement, je suis coprésidente des amis et amis de la AMIE et amis de la commune de 1871. Et donc en fait, association que j'ai connue au moment où j'ai travaillé sur ce livre qui remonte à 1990. À part ça, je suis journaliste et je suis toujours un peu journaliste. Je continue à écrire même si j'ai quitté. J'ai toujours travaillé principalement dans l'audiovisuel public. À l'exception d'un passage au monde diplomatique, parce que c'est le privé, le monde diplomatique. Et donc j'ai commencé ma carrière avec l'écriture aussi, puisque j'ai travaillé avec l'écrivain Gilles Perrault, qui est mort l'été dernier, qui était membre aussi des Amis de la Commune d'ailleurs, sur la vie d'Henri Curiel et son assassinat. Alors peut-être le nom ne vous dit rien, mais Henri Curiel était un juif communiste qui est exilé en France après en 1951, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de Nasser, et qui a consacré sa vie, qui est devenu qui a pris la suite de Janson à la tête des porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie, quand il était en France, et qui avait un réseau qui a aidé les mouvements de libération et d'émancipation partout dans le monde, et qui a consacré sa vie, et c'est très actuel, à la paix entre Israéliens et Palestiniens, avec le succès qu'on connaît. Donc voilà, et il se trouve qu'Henri Curiel était le cousin de mon père. Voilà, et donc il y a eu ce livre, il y a eu Elisabeth, et il y a un an et demi, j'ai publié un nouveau livre sur l'histoire de mes parents, avec toujours un angle histoire des femmes. C'est toujours ce que j'ai fait comme journaliste d'ailleurs, et donc ça ne vous étonne pas que je parle d'Elisabeth Dimitriev, c'est-à-dire que j'ai voulu remettre, mon père était quelqu'un d'assez connu, communiste, enfin, etc. Et j'ai voulu remettre ma mère, qui était aussi une personne remarquable, dans l'histoire d'où elle avait été effacée, et d'où elle s'était effacée, un peu comme Elisabeth Dimitriev. Alors, Elisabeth Dimitriev, en fait, et la commune, j'y suis venue un peu par l'extérieur, on va dire. Oui, la commune, je connaissais, mais bon, la commune se réduisait pour moi, comme beaucoup, et alors je vais commencer par vous fâcher peut-être à Louise Michel. Et donc, moi, je suis un peu agacée par cette concentration de la mémoire de la commune sur Louise Michel. Et donc, je sais qu'elle est morte pas loin d'ici, etc. Donc, mais je dirais presque que Louise Michel commence vraiment après la Commune. Pendant la Commune, son action, bon, elle se bat, mais c'est pas, elle a une importance moindre que Elisabeth Dimitriev, que André Léo, que Paul Minck, etc. Et donc il y a eu, je ne sais pas si vous aviez lu la biographie d'Edith Thomas consacrée à Louise Michel, et c'est, je pense, celle qui est une historienne très remarquable, qui était une historienne très remarquable, qui explique comment, et c'est aussi, je vous en parlerai aussi, l'historiographie se fait, c'est-à-dire que Louise Michel, c'est un symbole, on va dire, patriotique, nationaliste. Évidemment, Elisabeth Dimitriev, c'est pas le cas. Donc, c'est comme ça aussi que l'histoire se construit autour de certaines personnes. Mais donc, en 1990, quand je commence à travailler sur Elisabeth, c'est un peu par hasard, parce que c'est un ami, en fait, cinéaste, argentino-israélo-français, on va dire comme ça, membre du Parti communiste israélien, il était tout jeune à ce moment-là, comme moi aussi, et je venais de quitter TF1, qui était passé au privé,
Et donc il me dit, écoute, tu as du temps, est-ce que tu voudrais pas travailler avec moi un scénario sur la commune de 1871? Parce que en Amérique latine, et en particulier en Argentine, la commune, c'est plus qu'un mythe, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est encore aujourd'hui. Le livre a été traduit il y a 2 ans en Argentine. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose. Bon, alors j'ai participé à des réunions pas seulement sur Elisabeth, mais sur la commune, on va dire, par Zoom, parce que c'était le temps du Covid, du Mexique jusqu'au Chili. Il y avait des gens de partout qui étaient des universitaires. Et donc son idée, c'était ce qu'un peu a fait après Peter Watkins, de prendre des personnages de l'époque et de les placer dans Paris aujourd'hui. Voilà, c'était un peu ça. Alors, on a écrit le scénario, on a eu l'aide du CNC pour ça, tout va bien, mais lui, après, il n'a pas réussi à passer à la réalisation, faute de producteur, et puis peut-être aussi de sa part un peu faute de volonté, parce que c'était quand même assez difficile, hein. C'est toujours compliqué de faire ce genre de film avec des moments d'avance sur... voilà. Et donc moi je cherchais des personnages et j'avais dit, alors Louise Michel, niette, ça je te le dis tout de suite, ça sera non. Et donc je tombe par hasard sur Elisabeth Dmitriev, je me dis mais j'ai jamais entendu parler d'elle. Et je commence à creuser un peu et je m'aperçois que c'est quand même quelqu'un qui a joué un rôle très important pendant la Commune. Et donc, une fois que le scénario a été fini, je l'avais toujours en tête. Il se trouve que je parle le russe, pas très bien, mais quand même suffisamment pour aller en Russie et consulter les archives. C'était encore la dernière année de l'Union soviétique. Et donc, je trouve un éditeur. Donc là, ça, c'est la première édition de Belfond, qui accepte. Et donc, je pars. Mais alors, il fallait que je sois dans un programme universitaire, donc je sors, et quand il sort, il devient enfin il cultive la terre et il crée une pomme de terre. Alors je ne sais pas d'ailleurs si je dis c'est lui, mais c'est peut-être elle, au fond. La Davidovskaya, voilà, qui devient pomme de terre très résistante hein, à la pluie, etc. Et donc elle est toujours dans... Mais bon, elle commence à se fatiguer un peu de ce Davidovski qui est quand même un peu un dilettante, ou je sais pas, enfin bon bref, à un moment donné, alors ils arrivent au fur et à mesure que la peine avance, ils se rapprochent de Krasnoïarsk, qui est un centre intellectuel à l'époque. Hein. Quand on voit Krasnoïarsk, c'est une ville qui a été construite à l'image de Moscou et de Saint-Pétersbourg, et qui pourtant a des milliers de kilomètres, ça c'est l'Empire russe. Et donc, dans Krasnoïarsk passe beaucoup de gens. Par exemple, passe Tchekhov. Et elle devient amie avec Tchekhov, qui est aussi un peu subjugué, etc. Et donc, c'est par Tchekhov, ou plutôt sa femme qui écrit à Tchekhov, qu'on apprend qu'elle est retournée à Moscou. Donc, elle est retournée à Moscou. Enfin, elle va à Moscou, parce que finalement, elle n'a jamais vécu à Moscou, en 1800, à la fin des années 90, probablement 1899. Bon. Et là, elle s'installe avec ses 2 filles. Il n'y a plus Davidovski disparaît. Et donc, c'est à partir de là que vraiment sa trace s'efface complètement. Elle est restée à Moscou. Apparemment, elle a vécu de travaux de couture, de choses comme ça, mais c'est vraiment une sorte de fin... Donc là, elle a 50 ans, elle n'est pas si vieille, en 99, une cinquantaine d'années, mais bon, ça s'effiloche, sans mauvais jeu de mots, sa vie se défait. Alors on la trouve encore dans un bottin, il y avait des bottins, comme il y a des bottins ici, qui donne son nom, qui donne une adresse qui n'existe plus à Moscou aujourd'hui. Après et puis donc on ne sait pas quand elle est morte. On pense qu'elle est morte on ne sait pas si c'est en 17 ou en 18 ou après, enfin bon, on pense qu'elle est morte dans la
déflagration de la révolution d'octobre, mais sans savoir ce qu'elle est devenue. Mais je dirais qu'après sa mort, et voilà, c'est encore une fois une autre vie qui commence, c'est comment les historiens en Union soviétique se sont emparés de cette histoire, puisqu'ils cherchaient de nouveaux modèles. Il y a eu il y avait un historien qui s'appelait Ryazanov qui voulait impulser une nouvelle façon de faire l'histoire, qui n'était donc pas consacrée juste aux aristocrates, mais où il fallait parler des ouvriers, des paysans et des femmes aussi. Et très proche de lui, s'appelait un historien qui s'appelait Ivan Knizhnik, qui signera de son nom de plume Ivan Knizhnik-Vietrov, alors qu'il lui est un jeune historien juif, et qui a pris le nom de Vietrov en hommage à une jeune femme révolutionnaire qui était aussi une bâtarde, d'ailleurs, comme Elisabeth Dmitriev, qui a été emprisonnée et qui est morte brûlée vive dans la prison, sans qu'on sache vraiment si c'était un suicide ou un meurtre ou un accident. Et donc il prend le nom elle s'appelait Vietrova, et donc il prend son nom, Vietrov, il le masculinise, il le rattache à son nom. Et donc il cherche une femme comme ça pour raconter l'histoire. Et il tombe sur Elisabeth, sur la Commune, parce qu'évidemment la Commune, en plus avec Lénine, vous connaissez tous l'anecdote probablement de Lénine qui, au 73e jour de la révolution d'octobre, est allé danser sur la glace, mais bon, en tout cas, au 73e jour, il fait une sortie où il dit « Et voilà, nous avons tenu un jour de plus que la Commune », et donc il se réfère beaucoup à la Commune. Donc ce courant historique aussi, qui s'appelle des annales, un peu comme il y a eu le courant en France des annales, tente de faire une nouvelle histoire. Et donc il va faire il veut faire une thèse sur Elisabeth Dmitriev et raconter son histoire. Et en 1947, je crois, là ça a changé, le stalinisme bat son plein, si je puis dire. Donc plus question de cette historiographie un peu critique, un peu d'analyse critique, etc. Il est déporté, lui aussi en Sibérie, et il reviendra en 1955, et c'est seulement en 1955 qu'il peut publier son livre et sa thèse sur Elisabeth Dmitriev. Et c'est un très beau travail, hein, c'est vraiment... je sais pas, enfin, je me suis beaucoup en partie aussi appuyée sur lui. Hein, et ça n'est pas la seule biographie qui paraît. Donc lui, il est mort au début des années 60. À la suite de ça, il y a eu deux autres biographes. Alors une femme qui travaillait pour Sovietskaya Zhenchina, donc la femme soviétique, qui était un journal qui se voulait aussi féministe, et qui a consacré aussi une biographie à Elisabeth Dmitriev. Et puis le dernier, donc Lev Kokine, qui dans les années 70 aussi lui consacre une biographie que j'ai rencontrée aussi. Et c'est là où je vais raconter une histoire. Moi j'ai fait donc mon DEA, et je ne suis pas allée j'avais commencé la thèse mais j'ai arrêté. Porté sur les femmes révolutionnaires russes, les représentations, les stéréotypes et les images, pour quelles histoires, au pluriel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de ces femmes, c'est aussi pour servir quelque chose de politique qui se passe à ce moment-là dans la société du moment. Et donc il y a l'histoire de la chaise en Sibérie. Donc les témoins d'Elisabeth Dmitriev en Sibérie disent tous, c'est unanime, hein, dans toutes les lettres, ils le racontent, elle sortait sa chaise le soir devant la porte
pour observer les étoiles. Et de cette chaise en Sibérie, les trois font une interprétation différente. Donc, pour Ivan Knizhnik-Vietrov, qui s'était converti au christianisme quand il a été en déportation, c'est parce qu'elle était devenue mystique et donc elle faisait un retour au religieux. Elle avait abandonné ses idées révolutionnaires, elle était revenue à la religion. Pour Nata Pavlovna, donc la journaliste écrivaine, qui écrit donc dans les années 60-70, donc le moment, voilà, Russie avance, le progrès, etc., l'Union soviétique, je veux dire. Donc là, c'est parce qu'elle s'intéressait à l'astrologie, à l'astronomie, donc elle observait les étoiles pour faire voilà, son travail d'éducation sur l'astronomie. Et le dernier, le troisième, qui était vraiment pas sympa d'ailleurs ce type-là, un Lev Kokine, qui en fait, on avait l'impression qu'il avait écrit, que c'était une commande quoi, d'avoir écrit sur Elisabeth Mitrieff. Lui il dit non, elle sortait sa chaise dehors parce qu'elle était gâteuse. Voilà. Donc, parce qu'elle était devenue vieille et gâteuse, alors qu'elle n'était pas du tout vieille à ce moment-là. Mais donc c'est pour montrer comment l'histoire épouse les moments d'une histoire d'un pays aussi, hein, dit révolutionnaire. Et puis on pourrait dire ça continue quoi. Moi peut-être, alors moi je sais pas analyser ce que moi j'ai écrit, mais en tout cas ce que j'ai écrit ici je le sais, c'est de dire que finalement elle sortait peut-être juste à la fin de sa journée de travail pour se reposer et regarder le ciel étoilé qui est absolument magnifique en Sibérie. J'ai pu le constater moi-même. Donc voilà, on est toujours donc dans cette façon de voilà. Donc bon, j'ai un peu dit tout ce que je pouvais vous dire sur Elisabeth Mitrieff. Alors aujourd'hui, elle est bon, peut-être que mon livre a permis de la remettre un peu sur le devant de la scène, mais bon, elle reste quand même comme d'autres. Cette année, on fait des Amis de la Commune, notre thème qui accompagne toute l'année 2024, c'est la liberté de la presse. Donc vous pouvez vous imaginer qu'en tant qu'ancienne journaliste, j'ai un peu proposé ce sujet, parce qu'il y avait une presse extraordinaire au moment de la Commune, qui était d'un foisonnement fabuleux. Et donc j'ai proposé comme figure André Léo, parce que c'est aussi quelqu'un qui n'est pas assez connu, qui était une personne absolument fantastique. Voilà, et chaque fois, bon, on nous renvoie Louise Michel, quoi. Il y a encore 2 livres qui sont sortis sur Louise Michel cette année. Non, mais on se dit, ça va comme ça, quoi. Ça suffit. Bon, alors les Amis de la Commune ont proposé, ça m'a fait très plaisir de rééditer Elisabeth Mitrieff qui était épuisée chez Belfond. Alors je dis, j'en ai apporté 3 exemplaires et je ne touche plus rien donc tous les droits d'auteur vont aux Amis de la Commune, hein, donc n'hésitez pas surtout à le commander si vous voulez. Et voilà, et donc maintenant peut-être des questions, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Voilà. Juste peut-être aussi par rapport, parce qu'il y a un des membres des Amis de la Commune qui nous fait ce qu'on appelle, je vais encore employer un anglicisme, des goodies qui partent très bien, genre t-shirt, des trucs comme ça, même on a proposé des parapluies, enfin bon bref, toutes sortes de choses, mais il faut bien vivre, hein, il faut bien qu'on fasse rentrer, qu'on fasse bouillir la marmite. Et il a proposé des t-shirts où il y a écrit « La Commune, un passé toujours si actuel ». Enfin, je ne sais plus. Et moi, je trouve qu'Elisabeth Mitrieff, elle reste très très actuelle dans ses combats. Et puis, il y a aussi la question des étrangers aujourd'hui qui revient tellement. Et c'est quand même la Commune de 1871 a décidé qu'il n'y avait pas de différence, quoi. Donc, voilà, il y avait à peu près, je ne sais plus, 10% d'étrangers dans la Commune. Il y avait des Russes, des Hongrois, il y avait beaucoup de Russes, hein. Il y avait
des Russes assez connus. Il y a Netchaïev, le fameux nihiliste qui est passé à Paris en 1871 pendant la Commune. Il y avait Lavrov, un des penseurs les plus connus après Tchernychevsky aussi. Il y avait Anna Jacquelart qui était sa voisine et sa copine de jeunesse. Jacquelart, elle s'est mariée avec Victor Jacquelart, c'est pour ça qu'elle s'appelait comme ça, mais sinon elle s'appelait Anna Kovalevskaya. Et puis, je ne sais plus qui y avait encore, enfin il y avait, et puis alors il y avait des Russes et des Ukrainiens ensemble, donc c'est pareil, on se dit tiens c'est drôle, on retrouve des choses qui nous font écho dans notre actualité. À l'époque ils étaient révolutionnaires ensemble, hein. Il y avait le peintre Riepine aussi, enfin voilà, il y a Podolinsky qui a été, on considère, c'est un médecin ukrainien dont on considère qu'il a été le premier écologiste, donc voilà, ils étaient là, quoi. Ils étaient là pendant la Commune, et certains sont même enterrés à Paris. Donc voilà. Bon, je ne parle plus, je vous écoute hein, maintenant. Merci beaucoup Sylvie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des interventions. En tout cas, c'était... Moi, j'ai assisté à ta première quand tu étais venue à Marseille, et tu arrives à rendre les choses plus vivantes. Tu m'as encore appris des choses aujourd'hui que tu n'avais pas dites l'autre fois. Voilà, j'essaie parce que je me dis sinon les pauvres. Qu'a-t-elle apporté à la Commune de Paris, Elisabeth, oui. Quoi s'est-elle impliquée au niveau Elle s'est impliquée dans le travail des femmes. Donc on peut dire que c'est une sorte de syndicat de femmes, hein, l'Union des femmes. Parce qu'il y avait l'Union des femmes de Paris et puis, comment s'appelait le truc de Louise Michel, le comité de vigilance autour de Louise Michel, c'était plus des combattantes, on va dire. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de combattantes aussi parmi les femmes, hein, qui ont pris les armes pendant la Commune. L'Union des femmes a plus travaillé attendez, je peux peut-être vous dire un truc. Il y a une adresse. Alors, où est-ce que c'est? Là, 140 de celui-là, ça peut être là. Donc sur le travail des femmes. Alors elles ont été aussi impliquées dans il y a eu des réformes sociétales. Hein, l'union libre a été reconnue, enfin bon, etc. Voilà. Donc par rapport au droit de vote pour les femmes. Alors elles n'en parlent pas. Ça c'est stupéfiant. Elles n'en parlent pas. Hein, mais parce que, voilà, donc là, il y a une adresse à la Commission du Travail et d'Échange, donc celle de Léo Frankel, et donc cette adresse est quand même fait de 2 pages, hein. Donc, moi, je ne vais peut-être pas tout dire, enfin, je ne sais pas, ça va peut-être vous embêter, si? Non, je voulais... Non, peut-être pas tout. 5 minutes. On a du temps. On a 5 minutes, oui. Comment? On a au moins 5 minutes. On a du temps. Alors donc c'est adresse considérant que l'organisation du travail tendant à assurer le produit au producteur ne peut s'effectuer qu'au moyen d'associations productives libres, exploitant les diverses industries à leur profit collectif. Que la formation de ces associations, en soustrayant le travail au joug du capital exploiteur, assurerait enfin aux travailleurs la direction de leurs propres affaires, en même temps qu'elle faciliterait les réformes immédiates et essentielles à opérer dans le mécanisme de la production, aussi bien dans les rapports sociaux des producteurs, à savoir la diversité du travail dans chaque métier, la répétition continue du mouvement manuel influant d'une manière funeste sur l'organisme et le cerveau. B. La diminution d'heures de travail, l'exhaustion des forces physiques amenant inévitablement l'extinction des facultés morales. C. L'anéantissement de toute concurrence entre travailleurs des 2 sexes, leurs intérêts étant absolument identiques et leur entente solidaire étant de rigueur pour le succès de la grève définitive et universelle du travail contre le capital. En conséquence, petit 1, répartition égale des salaires pour un nombre égal d'heures de travail. 2. Fédération locale et internationale des sections des métiers pour faciliter l'écoulement et l'échange des produits en centralisant les intérêts internationaux des producteurs. Que le développement général de ces actions
de ces associations productives nécessite 1. La propagande parmi les masses travailleuses, en conséquence de quoi chaque membre de ces associations sera tenu d'appartenir à l'Association internationale des travailleurs. 2. Le concours de l'État pour l'avancement des crédits nécessaires à la formation de ces associations, prêts sociaux remboursables par annuité et comportant l'intérêt de 5%. Considérant en outre que dans l'ordre social du passé, le travail de la femme étant le plus exploité, la réorganisation immédiate est donc de toute urgence, qu'en présence des événements actuels, la misère augmentant en proportion effrayante vu la suppression sans motif plausible de tout travail, il est à craindre que l'élément féminin de la population parisienne, momentanément révolutionnaire, ne retourne grâce aux privations continues à l'état passif et plus ou moins réactionnaire que l'ordre social du passé lui avait créé, retour funeste et dangereux pour les intérêts révolutionnaires et internationaux des peuples et par conséquent pour la commune. De par ces raisons, le comité central de l'Union des femmes demande à la commission du travail et d'échange de la commune de la charger de la réorganisation et de la distribution du travail des femmes à Paris, en commençant par lui accorder l'équipement militaire. En outre, ce travail ne pouvant naturellement suffire à la masse des travailleuses, de mettre à la disposition des associations productives fédérées les sommes nécessaires pour l'exploitation des fabriques et ateliers abandonnés par les bourgeois et comprenant les métiers essentiellement pratiqués par les femmes tels que brosserie, chemiserie, broderie, montage de parapluies, éventail, coloriste, chauffeuse de fer, entre parenthèses perles, typographe, bandagiste, fleurs et plumes, passementerie, chapeau de paille, casquette enlumineuse, giletière, boutons, lingerie, reliure, bannière et drapeau, chenille, corset, cravatière, cartonnage, mode confection, brochure en librairie, blanchisserie, peinture sur porcelaine, fabrique de couronnes, habilleuse de poupées. Pour la commission exécutive, Elisabeth Mitrieff. Voilà. Donc là, on voit que c'est se retrouve dans... en fait, Léo Frankel est inspiré par elle complètement, quoi. Voilà, bon, c'est une organisatrice. Voilà, c'est... Ouais. En écoutant ses écrits, on retrouve quand même des idées de Nathalie Lemel. Oui, bien sûr. Qui avait déjà pratiqué. Bien sûr. Et elles ont vraiment fait un duo. Tu as tout à fait raison.Elles ont fait un duo absolument. Bon, là, c'est signé Elisabeth Mitrieff, mais elles ont fait un duo extrêmement fructueux, quoi, toutes les deux. Ouais. Est-ce qu'on a des écrits d'elle où elle aurait fait un peu le bilan de cette période de la Commune? Est-ce qu'elle en a pensé Alors, je ne sais plus ce qu'il y a. Non, parce que justement, alors je ne sais pas si dans la lettre à Hermann Jung, elle en parle, mais je ne crois pas. Non, elle écrit à Hermann Jung une lettre où elle trouve que ceux qui sont à l'extérieur ne les soutiennent pas assez. Mais au fond, c'est un peu la dernière lettre. Bon, elle n'est pas celle-là. Si, elle est un peu longue. Je ne sais pas ce que je fais. Je pourrais la lire. Bon, mais je peux m'arrêter aussi. Hein. Donc, elle l'écrit le 24 avril 1871. Donc, on est quand même un mois avant la semaine sanglante, hein, encore. Donc, cher monsieur, il est impossible d'écrire par la poste, les communications sont interrompues, tout tombe entre les mains des Versaillais. Serraillet, qui vient d'être nommé à la Commune et qui va bien, fait parvenir 7 lettres à Saint-Denis, et pourtant il paraît qu'elles n'ont pas été reçues à Londres. Comment se peut-il que vous restiez là à ne rien faire quand Paris va périr à cause de cela? Il faut agiter à tout prix la province, qu'elle vienne à notre secours. La population parisienne se bat héroïquement, mais on ne comptait jamais être abandonné comme cela. Voilà, donc après, elle parle d'elle, où elle dit qu'elle travaille énormément, qu'elle est malade. Bon, c'est un peu un rapport que... Elle dit qu'ils n'ont pas pu faire le manifeste aux paysans, tout ça, qu'ils n'ont pas le temps, quoi. Ils sont pris par le temps, et voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose de elle leur en veut de ne pas se manifester plus pour eux, quoi. Voilà,
Et après, non, après, le problème c'est que comme elle disparaît, les écrits, il y en a plus, quoi. Après, on parle d'elle, c'est-à-dire qu'après, il y a cette lettre de Nicolas Outine qui est terrible aussi, un peu. Alors, où est-ce qu'elle est cette... Non, ça, c'est les rapports de la police. Donc, au moment du procès des valets de cœur, c'est Outine écrit à Marx sur le destin d'Élisabeth. Donc là, on est en janvier 1877, donc au moment de l'arrestation de son mari. Et donc, il lui écrit « Cher père », il l'appelle père, Nicolas Outine, « tu seras étonné et peiné par le contenu de cette lettre. Il s'agit de notre chère Lisa et de sa pénible histoire. Peu après son retour en Russie, elle s'est unie à l'ancien intendant de son défunt mari. Cet ancien intendant, autant que je puisse en juger par ses lettres, a toujours été un gredin. Je lui ai écrit tout ce que j'en pensais, je me suis efforcée de l'en dissuader, je lui ai conseillé de rejeter toute pensée d'amour envers cet homme. Je lui ai dit qu'elle trouverait en Russie un homme qui la mériterait si elle avait besoin d'être aimée. Et puis bon, après il continue, donc il continue à parler d'elle et donc à dire là Marx, il faut qu'on se... Et donc Marx va se mobiliser à ce moment-là pour elle, en lui trouvant un avocat qu'il va payer, quoi, un avocat en Russie qui va payer pour son mari. Voilà. Mais bon, c'est pour beaucoup, sauf ceux qui, je dirais à la limite, ceux qui ont été en déportation, sont restés soudés, parce que que ce soit les femmes c'est pour ça que je dis toujours, Louise Michel commence après, sa vie commence en Nouvelle-Calédonie avec le fait qu'elle comprend le fait colonial, quoi, et il y a une solidarité, parce que tous ceux qui se sont enfuis, ils se sont, en plus les étrangers, quoi, encore plus se retrouvent éparpillés et tellement accablés, tellement déçus par cette fin communarde. Elle n'est pas la seule il semble qu'elle ait vécu une sorte de dépression, enfin Nicolas Outine en parle de ça. Donc il n'y a pas eu de... Alors peut-être qu'elle a écrit un bilan, mais alors après, la révolution d'octobre, des archives, ça a tout emporté, quoi, ça, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Et Ivan Nijni-Pietrov, qui est celui qui a vraiment cherché partout. Il y a même un truc où il pose des questions dans ses archives. Quoi, il était obsédé par Elisabeth Dmitriev, donc il n'a pas trouvé. Ouais. Oui, comme Marx l'avait envoyé à Londres, qu'est-ce qui reste de la correspondance qu'il y a eu au moment de la Commune, en particulier, mais avec Marx? Il y a eu, donc là j'ai lu une de ses lettres, il y a 3 lettres à peu près, 3 lettres qu'elle a écrites à Marx par l'intermédiaire de Hermann Jung. Il ne fallait pas qu'elle écrive directement à Marx pour que les lettres puissent arriver à Marx. Donc ça, on les a. Mais comme elle immédiatement, en fait, elle s'engage, donc elle n'a plus tellement de temps pour écrire. C'est difficile de faire les deux. Mais il y a deux. En revanche, ce qu'il y a, c'est, comme je vous ai dit, c'est qu'on parle beaucoup d'elle, pas seulement ses compagnons. Bon, d'abord, on sait que c'est elle qui écrit quand, par exemple, il y a des adresses, des rapports, des choses comme ça, parce qu'elle a beau très bien parler le français et le posséder, elle a des tournures de phrases parfois un peu jolies, quoi, d'ailleurs, on peut dire. Et donc voilà, les écrits de la Commune, on sait que c'est elle, à cause de grâce, ou plutôt grâce à ces tournures un peu fleuries, on va dire. Ouais. Oui, j'ai une remarque sur le texte de l'Union des femmes, Ouais. que tu as vu, c'est magnifique, parce que remis dans le contexte, finalement, c'est la revendication politique n'apparaît pas, mais c'est la revendication économique.
l'égalité économique et sociale. Oui. C'est leur Ah bah première. ça, oui, ça c'est la... Oui, oui. Parce que c'est la première fois aussi que les femmes parlent. Ouais. Jusque-là. Mais il y a aussi quand même une... Alors, il n'y a pas la revendication du droit de vote, hein, Voilà. C'est pas mais il y a la revendication d'associations, de syndicats. on quoi, revient. voilà. Donc, Donc, l'écologie, on peut dire aussi c'est une forme de revendication politique. Quoi. Voilà, c'est un peu, Mais donc, il y a beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de textes, les journaux, ils l'adorent, hein, les journalistes, parce que justement, avec son phrasé, avec ses... Bon, elle est habillée comme une aristocrate aussi, hein, voilà, elle est arrivée avec ses tenues, donc elle a une écharpe rouge à franges d'or, bon, elle a des tenues toujours qui font qu'on la remarque. Et donc, comme elle s'exprime en roulant les airs, tout ça, il y a évidemment un portrait d'elle dans un journal russe qui s'appelle Golos, qui veut dire la voix. Il y en a un dans le Time, à l'époque ça existait déjà, enfin bon, et puis évidemment dans des journaux français. Alors, il y a beaucoup il y a parfois même du mépris, d'une sorte de dégoût, comme si elle était une traître à sa classe, on va dire. C'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Et bon, moi, alors je sais pas pourquoi il y a eu ce revers de bâton là contre elle après. C'est pas évidemment du côté de Marx et des marxiens, marxistes. Je sais pas si on les disait déjà marxistes à l'époque, mais des autres, c'est quand même terrible hein, de voir comment il la traite. Il y a même eu, je sais plus qui, parce que bon, là, des communards, il y en a qui ont mal tourné après. Hein. On n'en parle pas assez, mais on ne parle pas des relations de Louise Michel, je vais encore prononcer son nom, avec Rochefort, par exemple. Hein, donc il y en a un qui pense qu'elle est juive, et donc je ne sais plus si c'est pas Rochefort, en tout cas, mais enfin, c'est un qui est proche de lui. Et donc il la dénigre à cause de ça. Enfin, Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Vas-y. Oui, j'aurais aimé savoir quelles étaient les relations entre les différents groupements qui combattent pour le droit des femmes au moment de la Commune. Parce que bon, il y a l'Union des femmes, mais il y a aussi toutes les autres associations. Il y a surtout le comité de vigilance. Chacun, enfin, leurs relations sont bonnes parce que chacun a son domaine. L'Union des femmes est sur le travail, les autres sont un peu sur le politique. Bon, André Léo, je crois qu'elle appartient aux deux, par exemple, donc c'est pour dire. Et elle écrit, donc elle parle aussi des femmes dans ses écrits, bien sûr. Et les autres sont plus sur la défense de Paris, donc les relations sont bonnes à ce moment-là, entre elles, les relations sont bonnes. Il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas de concurrence, quoi. Voilà, il n'y a pas de. Et puis l'Union des femmes est sur le travail, le comité de vigilance est plus sur l'éducation aussi. Donc c'est complémentaire. C'est complémentaire. Ouais. Justement, dans cette action de cette dernière, est-ce qu'il n'y a pas une continuité avec les associations pour l'éducation des femmes, où il y avait Louise Michel, mais pas que, où elles étaient nombreuses à Paris, et où elles travaillaient déjà pour l'éducation des ouvrières, des comptoirs. Avant la Commune. Avant la Commune. Oui, ah bah bien sûr qu'il y a déjà le mouvement est là, hein, ça ne surgit pas de nulle part, ça c'est sûr. Hein. Et il n'est pas que français en plus, hein. Il est en Suisse, il est déjà en Suisse, même on l'a vu en Russie avec Tchernychevsky qui parle beaucoup du travail des femmes, donc non, bien sûr. Ouais. Oui, c'est dans une continuité. Là simplement, il explose, quoi, j'allais dire. Hein. Il peut se manifester et ils ont vraiment cru, hein. C'est ça qui est fou avec la Commune, c'est qu'ils ont vraiment cru qu'ils allaient y arriver, que ça allait être comme ça maintenant. Ah, On va continuer autour d'un verre, à discuter. Bien sûr. Et donc si vous voulez donc acheter, il y en a 3 exemplaires, hein, donc voilà. Okay. Mais peut-être vous l'avez tous déjà, donc c'est pas... Merci beaucoup Sylvie. Merci.